c'est l'invité café. Bonjour Mathéo, bonjour Ibrahim. Francky Sako, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez devancé. D'abord, alors comment s'est passé, dites-nous, votre soutenance hier? Ça s'est bien passé. Le jury m'a attribué une mention très honorable. Bon, après, ils se sont renseignés. Ça n'existe plus dans la nouvelle réglementation de l'attribution du doctorat. Finalement, on attribue le doctorat. Tu l'as ou tu l'as pas, c'est tout. Alors, je me dois d'abord de préciser, pour commencer, pour mieux vous situer, que vous êtes à la retraite, qu'avant vous occupiez les fonctions de directeur du plan et de la prévision économique de 1988 à 2015. Vous n'êtes pas un jeune étudiant, donc. Alors, on peut résumer votre travail ainsi: diagnostic et solution de notre économie. On va commencer par les diagnostics. Quel diagnostic vous faites de notre économie aujourd'hui en Polynésie française? Alors, chers auditeurs, bonjour. Beaucoup d'entre vous doivent être coincés dans les encombrements des tempestés. L'actualité me donne l'occasion, parce que j'ai vu dans le journal aujourd'hui qu'on parlait d'une agence d'aménagement et la préparation des sages pour 2020. La thèse, on parle également de l'aménagement du territoire comme un moyen fondamental ici et nécessaire en Polynésie pour diminuer les coûts de transaction. Alors, Ibrahim, n'hésite pas à me reprendre avec mes mots un peu bizarres là. Je n'hésiterai pas, mais on revient au diagnostic justement. Alors, quel diagnostic vous faites dans votre thèse? Que dit l'ISPF? En fait, quand on regarde les statistiques que sortent l'ISPF, depuis 2000, depuis une quinzaine d'années, autant dans la période auparavant du Pacte du Progrès, on avait une croissance, une très bonne croissance, une économie qui ne posait pas de problème. Depuis 2000, il y a un effondrement de tous les indicateurs, notamment pour prendre celui qui est le plus souvent cité, le PIB par habitant. Il a chuté à son niveau qu'il y a 20 ans, en fait, 1998. Et voilà, le premier indicateur, à tel point qu'on se situe, vous vous rendez compte, à 38% à parité de pouvoir d'achat, bien entendu, avec les niveaux métropolitains. Sachant que, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, il a un niveau similaire à celui de la France. Pour l'emploi, mais c'est surtout ça qui intéresse nos auditeurs. L'emploi est tombé à un taux qui est extraordinaire, à 44%, alors que le taux normal, quand on dit taux normal, c'est un taux au sens de la normale, c'est-à-dire qu'on constate généralement, c'est plutôt autour de 63-65%, c'est le taux de la Nouvelle-Calédonie, c'est le taux de la France, c'est le taux dans beaucoup de pays. Et là, ça commence à devenir très grave. Et ce taux, il a été atteint en 2012 et malgré la reprise, l'ISPF dit que ça n'a pas changé avec le recensement. Donc les chiffres en fait d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'il y a 20 ans, ce que vous êtes en train de nous expliquer? Le chiffre de PIB par habitant. Le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut. Et par contre, le taux d'emploi qui était bien en 2000, et il a chuté de manière très forte à 44%. C'est un chiffre qui parle mieux que le taux de chômage. Le taux de chômage mais alors, comment expliquer tout ça? Parce que lorsqu'on regarde l'embellie, par exemple, dans le tourisme, l'économie qui se porte bien, on embauche, la reprise est là, à travers notamment les chantiers. Alors, vous dites quoi? Qu'il y a un virage qu'on a mal pris? Mais on est tellement bas, c'est comme la bourse, quand ça va tellement bas, à un moment donné, ça ne peut que remonter, sinon c'est la catastrophe. Donc, il y a une reprise depuis 2015, 2016, 2017. Bon, il faut dire que si on ne fait pas cette reprise, ça serait tout de même extraordinaire d'être tombé aussi bas et que les transferts métropolitains, plus exactement les dépenses de l'État en Polynésie, augmentent en moyenne de 2,6% en 2015, entre 2015, 2016, 2017.
On n'a pas les chiffres de 2018. Si on fait la moyenne de ces 3 années, on a 2,6% de croissance des dépenses de l'État. C'est tout extraordinaire qu'on ne fasse pas de croissance. Alors, si on en reste au stade des diagnostics, et si on veut rester objectif, il faut aussi ajouter que 30% de la population en Polynésie française vit au-dessous du seuil de pauvreté. Ça, il faut aussi le dire. Il y a 22% donc de chômeurs. Il y a donc beaucoup d'oubliés du partage dans tout ça. Vous l'expliquez comment? Alors, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que dit l'enquête. En fait, c'est une étude de l'AFD. C'est laquelle a travaillé l'Institut de la statistique. 20% des ménages en dessous du seuil de pauvreté, 30% d'individus, c'est quand même important. C'est un niveau. Si on prend un autre indicateur qui traduit la même réalité, c'est l'indice de Gini. On a un indice de Gini de 0,40. C'est quoi cet indice? C'est un indice d'inégalité. C'est le même, c'est similaire aux pays latino-américains. Ça veut dire que dans un pays où on vit relativement bien, il y a quand même beaucoup d'inégalités, beaucoup de nos concitoyens qui sont mis sur le côté de la route. Vous l'expliquez comment? Vous en parlez dans votre travail, dans votre thèse? Alors, de toute façon, les inégalités, c'est une histoire de politique économique, de ce que veulent faire nos concitoyens, partager plus, etc. Donc, on va y revenir parce que c'est un des moyens de se sortir de l'ornière. Alors, j'explique plutôt dans ma thèse, ce n'est pas tout dans la thèse, mais si on prend cette partie-là, la crise de 2008, par exemple, est passée relativement inaperçue parce que ça a coïncidé un peu avec la crise financière internationale. Et on s'est dit, c'est la crise internationale qui a fait qu'on est dans la crise. Mais rien du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? On avait même eu un premier semestre euphorique. Et tout d'un coup, personne n'a compris au deuxième semestre de 2008. Tout d'un coup, la consommation a chuté. Mettez-vous bien en face du micro. Chuté, pourquoi ? Parce que l'État n'a pas renouvelé 900 postes. Et donc, les entreprises n'ont pas compris la chute de consommation. C'est ça la cause. Donc, l'État n'avait pas renouvelé. Ça a commencé comme ça. Et la réaction du marché, des entreprises, a aggravé cette première vague de diminution des emplois. Les entreprises ont pris peur. Fait combien de moins 3700 postes, ont supprimé 3700 postes. Parce qu'il y a une baisse, donc ils ont anticipé, ils ont de mauvaises anticipations, donc ils ont diminué leur personnel. Et en plus, alors qu'on se rétablissait lentement en 2011, paf, l'État diminue encore de 1000 postes. Toujours la même incompréhension. Donc on a toujours la même réaction. Il y a eu également de la part des entreprises une suppression de 3900 postes. Vous voyez l'importance qu'il y a de l'État de concerter avec les autorités du territoire pour anticiper. Les acteurs économiques comprennent qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on ne comprend pas, on licencie parce qu'il vaut mieux prendre des précautions. Et par contre, si le gouvernement du territoire a été averti de ces... Peut-être que dans haute sphère, il y a des informations qui circulent, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau des basses couches de l'administration, on n'en savait rien. Ce n'est que plusieurs années après qu'on connaît les effectifs de l'État. Non, ce que je veux dire, s'il y avait une concertation entre le gouvernement et l'État, mener une politique, prendre des dispositions et mener une politique anticyclique pour minimiser un peu le problème de ces diminutions de postes. Alors, Francky Sako, dans votre thèse, vous écrivez que ce que l'on appelait le modèle polynésien s'est essoufflé. Oui, c'est essoufflé. Il y a eu un article publié par
nos universitaires, le professeur Christian Monté, Vincent Dropsy, qui ont constaté une productivité globale des facteurs, productivité tout court de notre économie qui est très faible, voire négative sur certaines périodes. Ça veut dire quoi, cette productivité globale des facteurs? Ça, en principe, toutes les nations convergent économiquement parce que la connaissance est diffusée. Et donc, cette productivité reflète un peu ce supplément qui fait que tous les pays en retard convergent vers un même niveau de développement. Nous, si on a une productivité négative, on s'éloigne de cette convergence économique. Et pourquoi? D'une part, parce que le professeur Poirine, par exemple, c'est de lui que date. C'est pas un vrai le multiplicateur du professeur Poirine, qu'il a calculé sur une très longue période, dit que la transformation des transferts métropolitains en richesse locale est de 2,37. Et dans ma thèse, j'ai repris un peu ce calcul. C'est deux. L'essoufflement, c'est un peu la vulnérabilité de l'économie polynésienne à un choc de demande, D'accord. de dépenses de l'État. Francky Sako, il nous reste peu de temps, une grosse minute, on va dire. Alors, une fois que vous avez dressé l'inventaire, le diagnostic, vous proposez certaines pistes de solutions que vous regroupez, vous, en 4 grands thèmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer une des solutions peut-être que vous préconisez? Alors, d'abord, il faut rectifier ce qui a été dit dans un article de Tahiti Info. Il ne s'agit absolument pas, mais c'est incroyable qu'on puisse faire une faute pareille. Il ne s'agit absolument pas de supprimer le SMIC. Parce que pourquoi on a tant de chômeurs? Pourquoi le taux d'emploi est aussi bas? C'est parce que l'offre ne rencontre pas leur demande. Alors, il y a un économiste français là, qui a eu le prix Nobel en 2015 qui dit mais il faut distinguer le poste du travail qui doit être absolument soumis au mécanisme de marché de la personne qui l'occupe, qui peut en être protégée des affres de ces mécanismes du marché. Le poste du travail, donc, s'il doit descendre en dessous du SMIC pour qu'il n'y ait plus de chômage, il descend en dessous du SMIC. Mais la personne qui l'occupe peut en être protégée par un instrument, par l'impôt négatif, c'est-à-dire on lui donne de l'argent pour qu'il ait au moins le minimum garanti. Donc, un impôt négatif, ce serait une des solutions. L'impôt négatif, c'est une solution qui a été... Ibrahim, lorsque tu veux améliorer le sort de tes conseillers, tu vas prendre ton bâton de pèlerin et tu vas regarder dans le pays où on a de telles difficultés, de ces difficultés-là. Et tu vas constater, par exemple, qu'au Canada, on a fait des expériences de ce type-là qui consistent à mettre en place un impôt négatif qui permet donc aux travailleurs d'avoir le SMIC tout en... Alors, le miracle dans cette histoire-là... Très vite, parce qu'on a fini. Alors... Allez-y, très vite. Le miracle de cette histoire-là, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une imposition supplémentaire. Voyons, je vous explique. 44%, si on passe à 63%, qui est le taux normal, on augmente d'un tiers l'économie, ça apporte des recettes fiscales supplémentaires qui permettent de le financer. C'est un impôt négatif, donc voilà. C'est aussi simple que cela. Merci beaucoup, Francky Sako, de nous avoir fait partager les grandes idées de votre thèse que vous avez donc soutenue hier à l'université, la refondation de l'économie polynésienne et ses perspectives de croissance. Merci beaucoup.